Déjà, merci aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. Et après toutes ces présentations hyper intéressantes, mais c'est vrai que parfois un peu anxiogènes, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire devant tout ça? Je vais essayer de faire une présentation sur justement qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un collectif d'habitants qui essaie de lutter contre un incinérateur. Donc, diapositive suivante. Donc je vais essayer d'être la plus concise possible, mais je vais essayer de vous présenter 8 études. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, je vais aller vite, mais n'hésitez pas à me poser des questions ensuite. Parce que du coup, la lutte elle a été assez longue et on a d'abord commencé par mettre en évidence qu'il y avait une pollution dans les œufs, avant que cette pollution soit confirmée par l'Agence régionale de santé. Puis, on a mis en évidence qu'il y avait un défaut dans la biosurveillance des dioxines dans les fumées d'un incinérateur. Avant une publication, donc ça c'était une publication en avril 2025, donc dans cette année, on a fait 3 études avec le laboratoire de ToxicoWatch qui ont été faites dans 3 incinérateurs européens. Je vais tout vous présenter après. Et ensuite, comme le SICTOM, donc le SICTOM c'est celui qui est en charge du traitement des déchets, celui propriétaire de l'usine, arrêtez pas de nous dire vos données c'est n'importe quoi. Ben on a dit, bah tiens, on va regarder vos données, qu'est-ce qu'elles disent. Et là, on a publié avec leurs propres données, on a prouvé qu'ils polluaient. Et finalement, la dernière étude qui a été publiée en septembre sur les PFAS dans les filtres d'aération. Donc je vais essayer de contextualiser un petit peu la lutte d'Ivry-sur-Seine. Donc Ivry-sur-Seine, déjà, c'est dans le sud-est de Paris. C'est une ville juste qui jouxte le périphérique de Paris et qui est la grande chance d'être bordée par le périphérique et par l'autoroute A4 et qui est le poumon industriel de la France du 19e, 20e siècle, parce qu'il y avait énormément d'usines qui étaient là-bas et qui ont donc du coup laissé leur pollution quand ils sont partis. Et on a la chance d'avoir le plus grand incinérateur d'Europe. Et voilà, merci. Et c'était une usine vieillissante qui a été construite en 1969, modernisée en 1995 et en 2005, et qui devait arriver en fin de vie, là, maintenant. Et donc en 2009-2010, ils ont fait une enquête publique pour savoir s'il fallait le reconstruire. Et c'est là où nous on arrive en scène en disant, nous on pense qu'il ne faut pas reconstruire l'incinérateur. Et on a pris 3 voies pour essayer de démontrer qu'il ne fallait pas le reconstruire. La première voie, c'était de proposer une alternative. Donc on avait fait un plan qu'on appelle le plan BOM, baisse des ordures ménagères. On avait travaillé avec des scientifiques pour démontrer que ce projet à 2 milliards d'euros, si on dépensait 2 milliards d'euros dans la réduction des déchets, on n'avait pas besoin de le construire. Premier axe de lutte. Deuxième axe de lutte, c'était un axe à la justice. On a déposé des recours contre le permis de construire, contre l'enquête sanitaire, etc., l'étude d'impact. Et ça, on a perdu tous nos recours. Et la troisième axe, c'était de dire, là, c'est une zone qui est une zone résidentielle dans laquelle vous faites venir, en tout cas, garder une usine industrielle. On pense que c'est dangereux et on pense que ça pollue. Et on a commencé à faire des études pour le publier. Et pourquoi c'est important de regarder la frise? C'est qu'en fait, il y a une difficulté entre le moment où on arrive à produire des données et à gagner la bataille de l'opinion publique, et le moment où l'incinérateur il est déjà construit. Et là, la difficulté qu'on a, c'est que effectivement, on arrive à avoir une médiatisation qu'on n'avait pas du tout au début. On arrive à avoir des démonstrations qu'on n'arrivait pas du tout à avoir au début, mais notre incinérateur, il est déjà reconstruit et il est en cours de mise en route. Il va être mis en route en 2026. Et donc, il brûlait 700 000 tonnes par an. On a quand même gagné des choses, parce qu'il faut rester positif. Normalement, on était censé avoir 2 usines. On a réussi à obtenir qu'on n'en ait qu'une. Donc, on a quand même gagné ça. Diapositive suivante. La contextualisation de la lutte, de cette lutte, c'est aussi de comprendre que la problématique particulière aussi d'Ivry-sur-Seine, c'est que c'est un incinérateur en zone très dense, en zone urbaine très dense, et en fait on a essayé de faire un travail pour démontrer que c'est pas du tout normal et que c'est un problème. Donc on a regardé 121 incinérateurs en France, et on a regardé le nombre d'écoles qu'il y avait dans un rayon de 800 mètres et de 1 km. Et en fait, ce qu'on met en évidence, c'est que 66% des incinérateurs n'ont aucune école dans un rayon de 1 km ou 800 mètres. Il n'y en a que 30% qui ont des écoles dans ce rayon-là. Et là-dedans, il n'y en a que 10% qui en ont plus que 5. Et nous, on a 21 ou 19, je ne me souviens plus du chiffre exact, établissements d'enseignement. Donc en fait, il y a une très grande corrélation entre
les établissements scolaires et la population. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une très grande population très très proche de l'usine. Donc là, vous pouvez voir ici un incinérateur avec des rayons 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres. Et vous voyez que dans le rayon de 500 mètres, on a déjà des écoles. Dans un rayon de 1000 mètres, on a énormément d'écoles, de crèches, etc. Diapositive suivante. On est aussi dans un endroit où on incinère beaucoup, c'est vraiment le sud-est parisien, c'était là où il y avait, c'est un peu l'endroit sinistré, où il y avait toutes les usines, etc. Et donc on a la grande joie et le bonheur d'être le département, le Val-de-Marne, où on incinère 2 fois plus de kilos d'ordures ménagères brûlées par habitant et 18 fois plus de déchets par kilomètre carré que dans le reste de la Grande Couronne. Donc c'est pour ça que si vous entendez quelque part quelqu'un nous traiter de NIMBY, not in my backyard, en disant que voilà, à cause du fait qu'on a réduit le tonnage, on est des méchants parce que du coup on exporte nos déchets, on dit non, on n'est pas NIMBY, on est not only in my backyard, alors qu'on produit le même nombre de déchets que les autres. Donc diapositive suivante. Donc l'autre élément, pourquoi j'insiste autant sur l'histoire de la problématique de l'incinération en zone urbaine très dense, c'est que, en fait, quand vous regardez les études sanitaires qui sont faites sur la population qui habite à côté d'incinérateurs, vous avez des études très disparates. Il y a des études qui disent il n'y a pas de risque, il y a très peu de surrisque de telle ou telle maladie, et d'autres études qui disent il y a un surrisque de lymphome, il y a un surrisque de sarcome, et du coup, on n'arrive pas toujours très bien à comprendre pourquoi une étude est négative et une étude est positive. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'aide de notre carte qu'on a fait tout à l'heure. On a regardé que les études qui avaient tendance à dire il n'y avait rien, mais en fait, c'est des études où ils ont choisi des incinérateurs où il n'y avait pas une grande population juste à côté d'incinérateurs. Et d'ailleurs, l'étude qui est utilisée pour l'ARS pour dire qu'il n'y a pas besoin de faire d'enquête sanitaire, ils ont dit, bah voilà, il y a une étude de bioimprégnation qui a été faite autour de 8 incinérateurs qui montre qu'il n'y a pas plus de dioxine chez les gens qui habitent près d'incinérateurs. Et bien en fait, c'était devant 8 incinérateurs avec une très faible population à côté d'incinérateurs, et les gens qui étaient considérés comme exposés à la dioxine, ils étaient à 2,2 km de l'incinérateur, donc loin. A l'inverse, il y a 2 études très connues en France qui ont été faites qui ont montré un surrisque de lymphome non-hodgkinien. Donc à Besançon, 2,5 fois plus de risque de lymphome non-hodgkinien à côté de l'incinérateur de Besançon. Et où est l'incinérateur de Besançon sur notre carte? Il est juste là. C'est le 2e incinérateur en France avec le plus d'écoles à moins de 800 mètres. L'autre grande étude très connue qui a montré un surrisque de lymphome, il est à Nice. Là, moi, je me dis, tiens, je vais regarder où est... Tout ça, c'est des choses qui ont été faites de manière indépendante. Moi, j'ai fait ça sans connaître les autres. Donc, c'est pas, je ne me suis pas fait influencer. Mais j'ai présenté ces données à Europe Écologie Les Verts. Il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a dit, moi, j'ai montré la même chose à Nice. Mais j'ai dit, bah, tiens, on va regarder où est Nice. Où est Nice? 3e ville avec le plus d'incinérateurs à moins de 800 mètres. Moi, j'ai du mal à imaginer que ce soit complètement par hasard cette histoire, et c'est pour ça que je pose la question, qui est une hypothèse, de y a-t-il un risque spécifique d'avoir des incinérateurs en zone urbaine dense, parce que comme on disait tout à l'heure, le problème c'est qu'on prend toujours la situation comme si on n'était pas dans un cocktail. Or, en milieu urbain, on est déjà exposé à certains polluants. Ça se trouve, le rajout de l'incinérateur est un déclenchant. Et surtout, en milieu urbain, on a tendance à être très très proche de l'incinérateur, chose qu'on ne fait pas quand on a la possibilité d'être un peu plus loin d'incinérateur, on ne se met pas à côté, quoi. Voilà, donc ça c'était pour la contextualiser, c'était peut-être un peu long. Donc du coup, ça a commencé tout. Donc les études qu'on a réalisées pour essayer de démontrer qu'il y avait une pollution, ça a commencé en 2022, où on met en évidence, grâce au travail de chercheurs néerlandais, donc c'est des chercheurs de ToxicoWatch, on a démontré que les œufs qui étaient à proximité de l'incinérateur étaient très pollués, et que si on avait dû les vendre sur le marché, eh bien, ils n'auraient pas pu être vendus tellement ils étaient pollués aux dioxines. Donc ça a fait une alerte qui a été très médiatisée et qui a obligé l'ARS à faire une étude. Diapositive suivante. Et ça, ce qui était très important, c'est que l'ARS disait oui, mais vous êtes une association de militants, vous n'avez pas utilisé la bonne méthodologie que nous on veut, etc., etc. Donc, de toute façon, c'est néerlandais, même si ça fait 20 ans qu'ils font de la recherche là-dessus, ils valent rien. Nous, on va demander à notre stagiaire, qui vraiment est hyper fort, de faire une étude qui va faire la référence et qui va clore le débat public. Donc, ils font l'étude j'exagère en disant stagiaire s'il y a quelqu'un qui voit publiquement, mais en gros, la personne qui a fait l'étude a eu moins d'expérience que ToxicoWatch.
Mais du coup, la chose importante qui démontre quand même, c'est que la pollution qu'on a mis en évidence, il la confirme. Donc notre méthodologie, elle était correcte. Et il démontre également que la pollution, si elle a tendance à être plus importante dans les zones d'incinération, il y a aussi des œufs pollués à distance. Donc du coup, ils ont émis une recommandation de non-pollution dans toute l'aire urbaine de Paris. Et d'après eux, il y avait la différence n'était pas statistiquement significative en zone d'incinération et hors zone d'incinération. Donc ils ne pouvaient pas conclure que c'était dû à l'incinération. Mais ils n'avaient que 23 prélèvements, ils n'avaient pas les capacités de montrer si c'était statistiquement significatif. Et de toute façon, ce n'était pas l'objectif de l'étude. Mais on voit quand même néanmoins qu'à Ivry, les témoins sont à 2,3, à Ivry on est à 5, donc on peut quand même penser que peut-être que les œufs qui sont près d'Ivry sont plus pollués que les témoins à l'extérieur d'Ivry. Mais ce n'est pas statistiquement significatif. Ensuite, on s'est dit, si on a beaucoup de dioxine dans les œufs, la question c'est, ils nous disent, oui, mais nous, c'est pas dû à nous, parce que nous, on surveille la dioxine dans nos cheminées 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc on dit, ok, demande CADA, est-ce que vous pouvez nous fournir vos données de dioxine dans les filtres AMESA? Donc les filtres AMESA, c'est des filtres qui sont mis dans les cheminées et qui restent pendant 4 semaines dans la cheminée. Et ensuite, on analyse dans ce filtre les dioxines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une surveillance en semi-continu, d'accord? Parce que ça ne dit pas quelle est la dioxine à chaque moment T, mais toutes les 4 semaines, on peut savoir combien de dioxine a été produit dans l'usine. Et donc, on a démontré que pendant 7000 heures, il n'y avait pas d'information, la sonde ne marchait pas. Et pourquoi ça c'est important? C'est parce que la loi, elle demande aux incinérateurs de faire des prélèvements ponctuels de la dioxine. Mais ça sert à rien. Ça sert pas à rien, mais l'idée c'est qu'un four qui marche très bien, il ne va pas produire beaucoup de dioxine. Le problème, c'est lors des arrêts redémarrage et lors des hot-knock, quand le four ne marche pas correctement, où en l'espace de 3 heures, il peut émettre l'équivalent en dioxine de tout ce qu'il a produit dans toute l'année. Donc si on fait des prélèvements à des moments où on sait que le four va bien, les prélèvements vont être bons. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une mesure en semi-continu. Donc ça, il faut que vous le demandiez à vos incinérateurs. Il faut absolument avoir des mesures en semi-continu avec des PFAS, avec des filtres AMESA. Mais surtout, il faut savoir, il faut regarder quand est-ce qu'on a les informations et quand est-ce qu'on ne les a pas. Parce que les sondes ont tendance à ne pas marcher quand ça ne va pas bien dans le four. Les sondes ont tendance à ne pas bien marcher quand ça ne va pas bien dans le four. C'est-à-dire, en gros, il y a une mauvaise combustion, il y a plein de poussière, la poussière, elle se met devant la sonde, et du coup, elle ne capte pas. Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce qui se passe quand la sonde ne marche pas, et c'est très important que la sonde marche effectivement un nombre suffisamment important de fois. En tout cas, nous, on a mis en évidence que par rapport au four d'Arlingham, on avait des quantités de temps où les dioxines n'étaient pas surveillées et où potentiellement il y avait des fortes quantités de dioxines qui étaient très importants, et ça aussi, ça a fait un article dans Le Monde. Mais à tout ça, ils pouvaient nous répondre, oui, ok, bon, ça fait 100 ans qu'on incinère ici, on avait un incinérateur qui était tout vieux avant qu'il soit modernisé en 2005, les sols, s'ils sont pollués, c'est à cause de la pollution ancienne de l'incinérateur, c'est les vestiges du passé, maintenant, on ne pollue pas du tout. Le four actuel, il ne pollue pas du tout, et le futur incinérateur, ça sera pareil, il ne va pas du tout polluer, il sera parfait. Et donc là, cette fois-ci, c'est Zero Waste Europe qui finance une étude avec ToxicoWatch, où là, on fait 3 incinérateurs. Et donc ces 3 rapports, ces 3 études, elles sont à regarder ensemble parce que elles ne donnent pas toutes les mêmes informations. Donc il y avait Harlingen, qui est aux Pays-Bas, qui a été mis en service en 2011, Zubieta au Pays Basque espagnol en 2019, et Ivry, mise en service en 1969. Et ce qui montre, ils avaient l'avantage d'avoir des prélèvements avant et après sur les incinérateurs de Zubieta. Et il montre que les super beaux incinérateurs, avec les meilleures techniques disponibles, qui marchent mieux que celui d'Ivry, avec les données qu'on a, diapositive suivante, eh bien, quand on a des prélèvements, que ce soit des prélèvements de sol, que ce soit des prélèvements de mousse, que ce soit des prélèvements d'eau, que ce soit des prélèvements d'œufs, que ce soit des PFAS, que ce soit des métaux lourds, que ce soit les dioxines, eh bien, on voit une augmentation entre avant la mise en service de l'incinérateur et après. Et donc, du coup, la démonstration, elle est claire. C'est dans des zones, en plus, c'est dans des zones semi-rurales. Donc, ce n'est pas des zones où il y a le périphérique, 50 industries qui sont venues en 2 ans. C'est des choses où toute chose par ailleurs, ça n'a pas changé.
il y a un incinérateur qui s'est implanté, et avant-après, donc ça confirme que même le meilleur incinérateur, avec les meilleures techniques disponibles, il pollue son environnement. Et ça, c'est fait de manière assez claire. Donc pareil, quand vous faites vos luttes, je pense que quand vous avez un incinérateur qui arrive, c'est hyper important de faire des prélèvements avant son arrivée. Parce que du coup, si vous avez un état de base, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement que nous à Ivry faire une démonstration de l'avant-après. Et ça, c'est très puissant. Ouais, c'est normal. Et donc du coup, nous à Ivry, on s'est intéressé aux mousses. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé aux mousses? Parce que les mousses, elles n'ont pas de système racinaire. Donc en fait, elles absorbent la pollution de l'air, d'accord, pour les dioxines et les métaux lourds, mais c'est peu représentatif de la pollution du sol. Donc nous, ça nous permettait de dire, bah, s'il y a de la pollution dans les mousses, c'est de la pollution récente, c'est l'incinérateur actuel. Et donc, on a fait des prélèvements, donc 14 prélèvements de mousse dans un rayon de 1 km autour de l'incinérateur, 4 prélèvements à plus d'1 kilomètre, et la chose très importante, on a fait 5 prélèvements dans des cours d'école, et vous allez voir que c'est très important, parce que quand vous faites quelque chose dans une cour d'école, tout à coup, ça concerne les parents d'élèves. Et autant les écolos du coin, on s'en fiche, mais les parents d'élèves, c'est pas du tout une population qu'on a envie de fâcher. Et les parents d'élèves, c'est la même pollution qui est mise en évidence à côté. Mais sauf que si elle est mise en évidence à côté de l'école, ils ne se sentent pas forcément concernés. Alors que si ça concerne l'école, ça concerne les parents d'élèves, et tout à coup, ils sont des acteurs de votre lutte. Donc ça, on l'a fait avec l'aide de la mairie d'Ivry et de Charenton. Donc quand même, c'est important d'avoir des bonnes relations avec vos municipalités pour faire ça. Et qu'est-ce qu'on met en évidence? Pour faire simple, on met en évidence qu'il y a beaucoup plus de dioxine dans les mousses près de l'incinérateur que loin de l'incinérateur. Et ce qu'on découvre, en fait, c'est qu'il n'y a pas de normes de dioxine et de métaux lourds dans les mousses. Donc, en fait, on peut les surveiller. Les incinérateurs peuvent, dans vos CSS, faire des prélèvements de mousse. Mais en fait, ça ne sert strictement à rien parce qu'il n'y a absolument aucune norme pour savoir qu'est-ce qui est haut, qu'est-ce qui est bas. Ça n'amène aucune alerte, donc ça peut être hyper élevé, ça ne va pas amener à émettre une recommandation ou à dire attention, ça, avec ce niveau-là, il faut appeler l'ARS ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'était difficile à faire. Donc, nous, on a comparé par rapport à l'alimentation humaine. Donc, on a comparé les mousses par rapport à si c'était une salade. Mais ce qui est critiquable, parce qu'en fait, c'est pas des salades, et l'objectif, c'est de regarder la qualité de l'air. Mais en tout cas, si c'était une salade, c'est des salades qui sont excessivement polluées en dioxines, en métaux lourds. Donc des normes de plus de 10 fois sur les dioxines, mais plus de 10 000 fois plus de 1000 fois pour certains métaux lourds. La diapositive suivante. On a essayé de regarder s'il y avait un effet sur la distance. Donc là, c'est sur différents PCB, donc dioxine PCB, DLPCB. Et vous pouvez voir que les prélèvements qui sont à plus de 1000 km, ils sont moins de dioxine en moyenne que ceux qui sont près de l'incinérateur, ce qui suggère un effet d'incinération. Et quand on regarde les métaux lourds, pareil, on avait des taux de métaux lourds hyper importants et plus importants. Diapositive suivante. Et là, pareil, si on regardait les différents métaux lourds en fonction de plus ou moins 1000 mètres, on voyait que quel que soit le métaux lourd qu'on regardait, eh bien, il y avait une tendance avec, en moyenne, beaucoup plus de métaux lourds à moins d'1 kilomètre qu'à plus d'1 kilomètre. Donc du coup, on a publié ça. Là encore, ça fait pas mal de presse, les médias, etc. qui en parlent. Mais le SICTOM, donc le propriétaire de l'usine, nous dit non, il n'y a aucun souci. Là encore, ce n'est pas des méthodologies vérifiées. Et nous, d'ailleurs, on fait des prélèvements de mousse et tout va bien. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc moi, je me dis, moi, ça m'intéresse. Je me dis, tiens, je vais regarder qu'est-ce qu'ils ont comme résultat. Donc je découvre qu'effectivement, ils ont une surveillance autour de l'usine. Ils surveillent 3 choses. Ils surveillent l'eau dans les jojoènes. Donc c'est des collecteurs de pluie qui sont mis autour de l'usine et qui récupèrent la pluie. Et c'est 2 mois par an. Et ensuite, cette pluie-là, elle est analysée pour les dioxines et pour les métaux lourds. Ils font une autre surveillance qui est de la surveillance des mousses. Effectivement, ils ont raison, ils la font et elle est publique. Et ça, c'est des prélèvements qui sont collectés, pareil, 1 fois par an, dans différents endroits autour du site et aussi des lichens. Et effectivement, je vais sur Internet, je récupère les données. Et là, je vais vous les montrer. Donc, nous, ça fait depuis 2021 qu'on dit qu'il y a une pollution, il y a l'incinérateur. Ça fait depuis 2021 qu'ils nous disent qu'il n'y en a pas, que c'est dû au périphérique et à l'autoroute A4, alors qu'ils ont dans leurs propres données, depuis 2009, donc ça, c'est des données qui sont, donc 2017-2023,
C'est pas des données que nous on a fournies nous, hein. C'est des données du SICTOM, donc l'entreprise elle-même. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Tous les petits points, c'est les jauges ON, donc c'est des collecteurs de pluie. Et c'est la concentration de dioxine dans les collecteurs de pluie. Et les ronds sont proportionnels à la concentration. Ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas d'autre explication pour une cartographie comme ça que ça soit lié à l'incinération. Parce qu'en fait, si vous regardez le point qui est là, qui est juste à côté d'un très gros nœud autoroutier, voilà la taille de ce que quelque chose est à côté d'un nœud autoroutier. Voici la taille de quelque chose qui est à côté d'un incinérateur. Donc ils ont 3 incinérateurs, 3 énormes points. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à aller dans les données publiques qu'ils vous donnent, parce que parfois, on a déjà la réponse. Là, on sait du coup que les jauges ON, ils polluent dans un rayon d'1 kilomètre autour de l'incinérateur. Ça, c'est les dioxines. Non, reviens en arrière. Je pense que tu as... Ah bon, je sais pas. J'ai peut-être une diapo qui est partie. Et donc, il y avait aussi les métaux lourds. Diapositive suivante. Et donc là, on voit que quand on prend... Donc ça, c'est... Ah oui, c'est leurs propres données dans les jauges ON. Donc, ce que je vous ai montré, c'était les dioxines. Là, c'est les métaux lourds dans leurs propres données. Quand on compare les points qui sont les plus proches de l'usine aux points qui sont loin, ben on voit qu'il y a plus 44% pour l'antimoine, plus 26% pour le cadmium, plus 140% pour le chrome, plus 216% pour le cuivre, plus 421% sur le plomb, plus 145% pour le zinc. Donc là encore, voilà, ils avaient dans leurs propres données. Donc nous, on était en train d'essayer de s'évertuer à démontrer qu'il y avait une pollution qui était en fait déjà connue dans leurs propres données. Et donc du coup, on a cumulé leurs propres... donc là, c'est sur c'est quand on a cumulé leurs propres données dans les mousses. Dans les mousses, on a pris, comme c'était dans la même unité de valeur, on a cumulé leurs données et les données du SICTOM, et on montre, le plus on est proche de l'usine, le plus les différents métaux lourds sont élevés, le plus on est loin, à plus de 1000 mètres, le plus c'est bas. Diapositive suivante. Mais oui, justement, il y a une diapositive qui a sauté. Mais surtout, ce qui était important, c'est que donc, les jauges ON, ils démontrent qu'il y a une pollution à la dioxine, mais que cette pollution, ce qui était assez intéressant, c'est qu'elle a l'air assez circonscrite au site d'incinérateur. Elle a l'air d'être autour du kilomètre, kilomètre et demi. C'est-à-dire que très vite, les prélèvements qui étaient faits à 2 ou 3 kilomètres, ils étaient un peu dans le bruit de fond urbain. Donc en fait, s'ils mettent en évidence qu'il y a une pollution dans le kilomètre autour de l'usine avec les jauges ON, donc la pluie, on se dit que si leur objectif est de démontrer une pollution avec les mousses, où est-ce que vous metteriez vos prélèvements de mousse si c'était votre objectif? On les mettrait près de l'incinérateur, là où on a mis en évidence qu'il y avait une pollution dans les jauges ON. Or, ils avaient 0 prélèvement de mousse dans le kilomètre autour de l'incinérateur. Tous les prélèvements étaient à 2, 3, 5 km en face de l'incinérateur. Donc quand ils nous disaient « vous inquiétez pas, on fait une surveillance et tout va bien », c'est facile que le « tout va bien » quand les prélèvements ils ont été faits loin. Donc là encore, dans vos CSS, ce qu'il faut exiger, c'est que l'autosurveillance, le point de collecte où sont réalisées les choses, il faut que ça soit fait en collaboration avec vous pour pas qu'ils mettent les points hyper loin. Et donc ça nous arrive au filtre d'aération. Donc pendant cette campagne, donc on avait prélevé du sol, on avait prélevé de la végétation, on avait prélevé des mousses, et on avait prélevé des filtres d'aération. Donc on est allé dans 5 écoles et on a récupéré des filtres neufs et on a récupéré des filtres usagés et on a regardé la quantité donc, de dioxine, d'HAP, de LPCB et de PFAS sur les filtres usagés et on les a comparés par rapport aux filtres témoins, aux filtres neufs. Et en utilisant une méthode, alors dont j'en ai un peu parlé hier, une méthode de bioassay. Donc, on vous a dit qu'il y avait plein de PFAS, d'accord, et que donc du coup, potentiellement, si on regarde que 49 PFAS, on est en train de regarder 1% des PFAS qui sont dans l'échantillon. Parce qu'en général, on utilise des méthodes qui nous font regarder type de molécule par type de molécule. Là, en fait, c'est une méthode qui s'appelle PFAS-Calux. C'est une méthode qui, en gros, regarde la propriété chimique d'un PFAS, qu'est-ce qui fait que ce soit un PFAS, et qui évalue toutes les molécules qui ont les propriétés PFAS dans l'échantillon, et donc qui est beaucoup plus sensible que ne l'est les méthodes chimiques classiques.
Donc c'est pour ça que je disais que ça pouvait peut-être être intéressant dans votre cas quand vous essayez de mettre en évidence un PFAS qui n'est pas... que vous ne connaissez pas exactement. Par contre, c'est moins spécifique, c'est-à-dire que moi, je vais dire il y a X nanogrammes de PFAS dans mon échantillon. Je ne peux pas vous dire avec cette méthode, est-ce que c'est des PFOA, est-ce que c'est ci ou est-ce que c'est ça. D'accord. Et là, ce qu'on met en évidence, c'est que les concentrations de dioxine, DLPCB, HAP et PFAS étaient beaucoup plus importantes dans les filtres usagés que les filtres témoins, ce qui suggère de manière implacable qu'il y a des PFAS dans l'air. Et en fait, c'est vraiment à voir comme une étude pilote, parce que c'est la première fois que c'était fait. Donc ça, c'était l'intérêt principal de l'étude. Par contre, comme c'était une étude pilote, en fait, on a demandé à avoir accès aux filtres d'aération, mais il n'y avait pas de protocole standardisé. Donc, c'est-à-dire qu'à cette occasion, on s'est rendu compte qu'il y avait un filtre d'aération qui n'avait pas été changé depuis 3 ans, parce qu'ils avaient oublié de le changer. Donc, forcément, les écoles ne peuvent pas être comparées entre elles, d'accord? Parce qu'il y a des filtres on s'est rendu compte qu'il y avait des filtres qui étaient changés tous les 3 mois, des filtres qui étaient changés tous les ans, et dans une école, des filtres tous les 3 ans. Donc déjà, ce que ça nous a permis de se rendre compte, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de règles claires pour les écoles pour savoir comment bien ventiler les classes, et que en fait, les connaissances sur comment on ventile bien une école sont très parcellaires sur les PFAS, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait très peu de filtres qui étaient avec du charbon actif, il n'y en avait aucun d'ailleurs qui avait du charbon actif, et que souvent c'était des filtres EPA, et les filtres EPA, potentiellement, ils filtrent les molécules à partir de 0,3 nanomètres, et alors que beaucoup de PFAS, je fais ça sous contrôle de ceux qui savent mieux, il y en a beaucoup qui sont à 0,1, et donc du coup, potentiellement, en fait, ils passent à travers les filtres d'aération. Aussi, on ne sait pas interpréter si quand le filtre d'aération, il y a beaucoup de PFAS, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Par exemple, l'école qui est juste à côté de l'incinérateur à 200 mètres, il n'y avait pas beaucoup de PFAS sur le filtre, mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que le filtre laisse tout passer par rapport à un filtre comme le filtre du coup de la nouvelle école qui est l'école Anne-Sylvestre, qui là par contre il était bien noir, mais peut-être que c'était une bonne nouvelle qu'il soit bien noir. Donc nous en fait ce qu'on dit c'est que notre étude c'est surtout une étude pour amener d'autres études pour répondre à la question de comment est-ce qu'on garantit, parce que nous on n'avait pas d'informations sur la qualité de l'air dans l'école elle-même. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que l'air extérieur, il y a des PFAS à l'extérieur qui rentrent dans le filtre d'aération, mais on ne sait pas ce qui se passe dans l'école. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait des études pour justement avoir l'information sur la qualité de l'air dans la classe, l'information sur le pourcentage de PFAS sur le filtre, qu'on mette tout le monde le filtre en même temps, qu'on récupère le filtre en même temps, et pour pouvoir savoir quels sont les meilleurs systèmes de ventilation, quels sont les systèmes les plus efficaces, et que ça soit en même temps combiné avec des informations sur la cheminée pour savoir qu'est-ce qui est produit pendant ce temps-là. L'autre élément intéressant de notre étude, c'est que je vous ai dit qu'actuellement la biosurveillance elle est faite par des jauges N. Le problème des jauges N, c'est que c'est 2 mois par an. Donc c'est toujours problématique quand ils peuvent savoir quand est-ce qu'ils ont des surveillances. Parce qu'on peut faire toute la maintenance juste avant, avoir un incinérateur super bien pendant 2 mois, et un accident industriel qui se passe 6 mois plus tard, les jauges N, elles ne vont pas le mettre en évidence. Les mousses, elles sont censées représenter un peu toute l'année, mais c'est pas très précis une mousse. Donc nous, ce qu'on met sur la table, c'est qu'en fait, les filtres d'aération pourraient, alors pour l'instant on est vraiment proof of concept, on est vraiment au tout début, mais pourraient être potentiellement des bons outils de biosurveillance, parce qu'on pourrait très bien mettre en place des protocoles où tous les 3 mois, les filtres d'aération sont retirés, et on regarderait les PFAS qui sont dans le filtre d'aération et on comparerait par rapport à la cheminée pour se rendre compte s'il y a eu un souci. Tous les 4 JT qui sont venus m'interviewer, qui voulaient absolument que je dise que c'était lié à l'incinérateur, notre étude, elle ne permet pas de le dire non plus, d'accord? Et c'est très important d'essayer à chaque fois que vous présentez une étude, d'assumer vos biais quand vous en avez, parce que sinon après ça peut se retourner contre vous. Donc moi effectivement je me suis fait interviewer par tout le monde parce qu'ils voulaient un truc sans sas, et après ensuite en comité de rédaction, on n'est pas passé au JT, mais c'est pas une mauvaise chose, parce qu'effectivement là c'était une étude pilote pour dire voilà, il y a beaucoup de PFAS autour de l'incinérateur à moins de 1500 mètres, mais on n'avait pas de prélèvement témoin pour dire qu'il y en avait moins ailleurs. Donc c'est pour ça que l'autre étude qu'il faudrait qu'on fasse, il faudrait qu'on ait des prélèvements témoins plus loin pour démontrer vraiment que c'est l'incinérateur. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'INERIS a fait une étude en mai dernier ou en mars dernier
pour regarder est-ce que les PFAS sont détruits dans les incinérateurs. Et elle est très claire dans ses conclusions. Elle dit les incinérateurs d'ordures ménagères, ils fonctionnent entre 850 degrés et 1100 degrés, un truc comme ça. C'est complètement insuffisant pour détruire les PFAS. Et dans ce rapport de l'INERIS que vous pouvez complètement utiliser dans vos luttes, parce que c'est un rapport récent, ils disent de manière très claire que les incinérateurs sont donc des sources potentielles de PFAS. Et comme on l'a dit tout à l'heure, non seulement ils ne détruisent pas les PFAS qui sont dans les déchets, en plus ils en produisent des nouveaux qui sont à chaîne courte, comme on a parlé tout à l'heure. Donc moi, tout ce que je pouvais dire, c'était on est à côté d'une source connue de PFAS et on sait que la combustion automobile n'est pas connu, en tout cas, pour être un producteur de PFAS, alors que c'était le problème des dioxines. Ah oui, on avait aussi récupéré de la poussière dans un appartement à 700 mètres, à l'intérieur d'un appartement à 700 mètres de l'incinérateur, et on a mis en évidence que le taux de dioxine dans ces poussières était aussi important que dans les mâches fer du Pays-Bas. Donc ça, c'est un autre truc que je pense qu'il faut vraiment creuser, et des études sont à faire sur la poussière. Et en discutant avec les habitants, il y a beaucoup d'habitants qui ont des poussières très bizarres à l'intérieur de leur maison, à côté d'incinérateurs. Donc, quel a été l'impact de tout ça? Déjà, il y a eu un impact médiatique très important. Il y a quand même pas mal de papiers qui ont été écrits. Ça a permis quand même le vote d'un vœu au Conseil de Paris et au Conseil départemental du Val-de-Marne pour qu'ils financent des études, mais justement l'étude qu'on demande, alors je ne sais pas si on le fait, on ne sait pas avec quel financement, mais en tout cas, il y a tout le Conseil de Paris et le Conseil départemental qui demandent une étude pour aller plus loin sur justement l'étude dont je vous ai parlé, pour vraiment déterminer ce que c'est lié à l'incinération et quels sont les meilleurs systèmes de ventilation. Et aussi, ils ont demandé une étude épidémiologique qui, pour l'instant, l'ARS disait qu'il n'y avait pas besoin parce que c'est déjà une question tranchée, qu'on a déjà tranché que les incinérateurs n'étaient pas dangereux. Mais voilà, on a quand même obtenu que ça passe. Donc du coup, quelles sont les conclusions? On a fait la démonstration et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a gagné le débat public. C'est-à-dire qu'avant, quand on sortait une étude, le journaliste il disait le collectif 3R dit A et le SICTOM répond B, et le pauvre lecteur il disait je comprends rien, c'est A ou c'est B. Alors que maintenant on dit le collectif 3R dit A et le SICTOM n'a plus de choses factuelles à répondre au collectif 3R et simplement dit que le collectif 3R fait de la désinformation. Et là, tout à coup, le lecteur, il sait quoi, genre, il pense correctement. Donc je pense que vraiment, faut se rendre compte que le débat public parfois on perd nos luttes, mais si on fait avancer le débat dans le débat de l'opinion, on a quand même gagné quelque chose. Nous, on a mis en évidence qu'il y a une pollution ancienne, mais ça, c'était connu depuis 2005, donc je ne comprends pas pourquoi en 2025, on continue à ne pas écouter ce qui a été dit par le BRGM en 2005 et on continue à faire de la désinformation, mais bon, ça c'est autre chose. Mais on a mis en évidence qu'il y a une pollution récente de l'air, de la végétation, du sol et des eaux. On a montré que même les nouveaux incinérateurs tout beaux, tout propres, avec les meilleures techniques disponibles, polluent. Et on a mis en évidence une étude pilote qu'en tout cas, il y a quelque chose à faire entre PFAS et filtres d'aération. Je veux qu'on parte sur quelque chose quand même de positif, parce que c'est quand même, on est toujours en train de lutter un peu David contre Goliath. Mais ce que je voulais dire, c'est que on peut y arriver, et je pense que quand on fait nos luttes, ce qui est vraiment important, c'est de se rendre compte à quel point la société civile est riche de profils qui peuvent toujours alimenter ce qu'on fait, et que les luttes contre les projets inutiles nécessitent des multiples profils avec des compétences différentes. On a besoin d'un syndicaliste, on a besoin d'un avocat, on a besoin, par exemple là, ça a tout changé d'avoir une cartographe. C'est tout bête, mais ça se trouve, vous avez un cartographe auprès de vous, des scientifiques, des ingénieurs. Les ingénieurs, parfois, on se fait complètement embobiner en CSS si on n'a pas un ingénieur qui nous explique comment l'usine elle fonctionne. Donc il faut vraiment essayer de mettre en branle toute la société civile avec toutes ses compétences quand vous voulez arrêter un projet inutile et voir ça comme une source d'espoir.